Bonjour à tous, bienvenue sur votre matinale. Toutes nos excuses pour le retard observé dans le démarrage de cette émission. Quelques imprévus nous y ont obligés, mais la volonté et l'amour du métier sont arrivés à bout de tout ça et on espère que tout est bien rentré dans l'ordre. Dans le menu de votre matinale ce matin, on va parler de long en large de cette affaire de révision de la Constitution après le vote. Ceux qui ont révisé la Constitution sont sur le terrain actuellement pour sensibiliser et informer la population au sujet des objectifs et des raisons qui ont postulé à la révision donc, de la loi fondamentale du Bénin. On pourrait en dire deux mots d'abord avec notre invité, professeur Patrick Renou, qui sera par ici pour nous dire deux mots au sujet de son ancien parti, la Renaissance nationale, désormais fondue dans l'Union progressiste, le Renouveau. On pourrait en dire aussi deux mots lors du commentaire de Franck Kaounou, qui va s'intéresser un peu à ce service après-vente-là. Et on va finir là-dessus en engageant nos débats de ce matin. Ce sera justement à propos donc de cette tournée initiée par les révisionnistes. Les autres rubriques que vous connaissez très bien quand on est lundi matin seront au rendez-vous donc. Vous aurez notamment le rappel des faits essentiels ayant marqué l'actualité la semaine écoulée et surpris par les micros et caméras de Canal 3 Benin. Ce sera une réalisation de Idriss Boukari. Vous verrez la revue de presse aussi pour vous donner quelques détails, notamment au sujet des informations relayées par les parutions de ce matin. Avant tout cela, voici la une des journaux. Vous l'avez dit, c'est la une des journaux, donc le rendez-vous qui permet de feuilleter assez rapidement, donc les quotidiens pour les informations essentielles en leur une. Et on va commencer par Fraternité ce matin, législative du 11 janvier 2026, une moyenne d'âge de 51 ans sur les listes BR et UPR. Le plus jeune candidat a 29 ans et le plus vieux est âgé de 78 ans. Devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, les ministres Biachane, Toyin Fode et Abimbola ont défendu leur budget. La 10e Assemblée générale annuelle de l'APNODE, la délégation béninoise fait bonne impression à Casablanca. Assemblée générale de l'OPTMB à Lokossa, les investissements au port de Cotonou au centre des débats généraux. Je vous propose maintenant qu'on passe notamment à Gaskiani Info, gestion de la cité, la méthode talent, passer à la lutte par le confrère. Nouvelle économie, budget général de l'État pour l'exercice 2026 au Bénin, au miel de Wadagny et les dépenses sociales prioritaires en 2026. L'opinion aujourd'hui, législative de 2026, choix des candidats, rude bataille entre les partis politiques en lice, grosse colère des recalés, le défi de l'unité autour des candidats retenus. La priorité extrémisme violent et droits des enfants au Bénin, l'État déploie les moyens lourds. Visa Info, élections communales et législatives de 2026 au Bénin, la vérité des listes en compétition. L'indépendant à la deuxième conférence des préfets de l'année 2025, la HAC réaffirme son engagement pour la lutte contre les médias illégaux. Le quotidien Le Meilleur, vulgarisation de la nouvelle constitution votée du 14 novembre dernier par l'Assemblée nationale. Les partis de la mouvance présidentielle au contact des populations depuis samedi passé. Et puis le potentiel positionnement sur les listes de candidature pour les élections générales de 2026, la frustration, le rongeur silencieux des partis politiques. Le matinal, présentation du projet de finances gestion 2026 au Parlement, les grandes orientations pour 2026. Quotidien Jakpata, nouvel élan pour l'éducation béninoise. Un millier d'AME renvoyés sur le terrain. Nous avons un matin libre pour continuer. Révision de la Constitution. Claudine Afiavi Prudence passe au peigne fin le test.
Le quotidien La Boussole, la révision de la Constitution, le principe des 2 mandats maximum reste intact. Voici les 4 vérités pour continuer. Révision de la Constitution, le décryptage de Claudine Prudencio. La nouvelle tribune, liste des différents partis pour les législatives de 2026 au Bénin, recomposition inattendue, candidats délocalisés, fonctions controversées. Le Télégraphe, Assemblée nationale, les grandes lignes à retenir du budget 2026. Le Patriote, législatif de 2026, les vraies raisons de l'absence de Rondété et de Hatchadé sur les listes. Décryptage info, exercice budgétaire 2026, les lignes directrices du projet de loi de finances 2026. Projecteur législatif de 11 janvier 2026, affrontement fratricide en vue entre l'UPR et le BR à Porte-Nouveau, c'est Mekbodji, à Djara et dans les Agégués. La cloche au système éducatif bénin, une vague complémentaire d'AME à l'existant. L'autre quotidien, élection générale, élection législative et communale couplée de 2026. Les Béninois se rendront aux urnes le 11 janvier prochain, apprend le journal. Voici Fraternité pour boucler le tour législatif du 11 janvier 2026. Une moyenne d'âge de 51 ans sur les listes BR et UPR. Le plus jeune candidat a 29 ans. Et le plus vieux est âgé de 78 ans, selon la curiosité du journal de Ménoten. Devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, les ministres Biochane, Taïm Fodé et Abimbola ont défendu le budget. 10e Assemblée générale annuelle de l'APNODE. La délégation béninoise fait bonne impression à Casablanca. Assemblée générale de l'OPTMB à Lokossa. Les investissements au port de Cotonou, au centre des débats mettons régionaux. Vous avez l'édito signalé, c'est Carlos Soke, le temps de penser l'avenir. Voilà ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. On va passer au bulletin d'information avec Florence Boussa. Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour à tous. Les élus communaux du département du Mono s'approprient leur rôle et responsabilités au cours des élections générales de 2026. C'est à travers la session du conseil départemental de concertation et de coordination au titre de l'année 2025. Les discussions portent aussi sur les rôles et responsabilités du Conseil économique et social au niveau départemental à travers les réformes engagées. Canatra vous propose des détails tout à l'heure. Et puis, clap de fin pour la première édition du Business Intelligence Summit BIS Nati 2025. Pendant 5 jours, les 22 jeunes porteurs de projets ont bénéficié d'un accompagnement rigoureux à travers les ateliers pratiques, un concours de pitch et les meilleurs porteurs de projets ont été distingués. C'était une belle cérémonie, en tout cas, Canatra Bénin y était. Voici le bulletin. Nous ouvrons donc le bulletin par cette information. À quelques semaines, mettons, de la tenue des élections générales annoncées pour 2026, notamment en janvier au Bénin, les élus communaux du département du Mono s'imprègnent leur rôle et de leurs responsabilités au cours de cette période-là. Oui, Tanguy, le sujet a été au centre des discussions de la deuxième session du Conseil départemental de concertation et de la coordination au titre de l'année 2025. L'agenda de cette session prévoyait aussi les rôles et responsabilités du Conseil économique et social au niveau départemental à travers les réformes engagées. Compte rendu Nassis Alosei Florando. Expliquer ce qui est déjà fait. Devant les membres du Conseil départemental de concertation et de coordination du Mono, Charles Gagnon planche sur les rôles et responsabilités du Conseil économique et social au niveau départemental, et ceci à travers les dernières réformes qui ont donné vie à des structures à cette échelle. Ces structures, dirigées par des coordonnateurs départementaux, organisent des causeries communales pour rapprocher l'institution des citoyens et des forums départementaux, espaces de dialogue entre les acteurs locaux, les élus et les experts du CES. Des activités qui, en croire l'orateur, permettent de recueillir les préoccupations des populations, d'en débattre et d'en faire des propositions concrètes à l'échelle nationale. C'est ainsi que
Le CES contribue à la gouvernance locale, à la promotion de la cohésion sociale et à l'appropriation citoyenne des politiques publiques. Le CES reste surtout un cadre de dialogue permanent entre l'État et la société, une voie de la raison et du consensus au service du développement durable et inclusif du Bénin, conclut Charles Gagnon. Les responsables du CDCC ont enfin échangé autour des rôles et responsabilités des acteurs communaux au cours de la période électorale de l'année 2026. Vous savez que c'est un peu difficile quand on est politique et en même temps être responsable de la police administrative, lorsqu'on n'a pas un peu de hauteur, un peu de discernement, tout de suite on peut confondre son rôle d'administration, son rôle de commandant de territoire avec son rôle partisan. Et séance tenante, il a été rappelé aux élus communaux les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent la gestion de toute période électorale et surtout en matière de sécurité. Le défi ici, c'est de préserver le label démocratique connu au département du Mono. Administrative. Toujours dans le département du Mono, les membres de l'organisation professionnelle des transporteurs de marchandises du Bénin donnent carte blanche aux responsables en charge de leur creuset pour leur rapport d'activité. Un exercice fait au cours de leur assemblée générale ordinaire tenue samedi dernier à Lokossa. Ils se sont intéressés aussi aux impacts des derniers investissements faits au port de Cotonou. On retrouve Nassis Alossé et Florent Do. L'immense investissement fait au port de Cotonou impacte-t-il le sous-secteur transport? C'est autour de cette interrogation que les acteurs du monde des transports regroupés au sein de l'organisation professionnelle des transporteurs des marchandises du Bénin se sont donné rendez-vous ici à Lokossa pour leur assemblée générale ordinaire. Ce congrès marque une étape historique dans la vie de notre organisation. De la migration de Centra-ENAB vers l'OPTMB et conformément aux textes et lois qui régissent notre secteur, ce rassemblement n'est pas seulement une formalité statutaire. Il est l'expression de notre volonté collective de bâtir une organisation forte. Une organisation forte et crédible, capable de défendre les intérêts de ses membres et de contribuer au développement du Bénin. Une ambition à laquelle l'État apporte son soutien à travers la conception d'un certain nombre de projets. Nous avons pu lancer le projet SIGFR, le système intégré de gestion du fret, qui n'est plus même un projet, c'est opérationnel. Le gouvernement à travers l'ANAT a pu lancer aussi d'autres projets tels que le projet Securoute, qui aujourd'hui facilite la police républicaine et d'autres structures de l'État à maîtriser la sécurité routière. La coopération belge, qui fait partie des soutiens de l'OPTMB, prévoit bien d'autres actions à travers Enabel. Nous avons encore devant nous des chantiers d'amélioration pour le secteur du transport, et notamment un appui à la protection sociale et au dialogue social en direction des syndicats des transporteurs et des chauffeurs poids lourds, que nous avons initié il y a peu pour le premier et que nous pourrons initier à partir du début du mois de janvier pour le second. À la tête de ce creuset, la gestion des responsables a été applaudie par les membres qui ont validé le rapport d'activité tout comme le rapport financier. Notre force réside dans notre unité et notre capacité à travailler main dans la main. Nous devons donc nous engager à moderniser notre pratique, à renforcer la discipline professionnelle et à défendre nos droits dans le respect des lois et règlements. La survie de notre sous-secteur passe par là, conclut El Hadj Rabiou Garba. Le transport des marchandises relie surtout les producteurs au marché et les commerçants aux consommateurs. L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises et la Société des logistiques et des événements ont organisé en fin de semaine écoulée à Cotonou le Startup Connect. Il s'agit d'un programme qui vise à réunir les différents acteurs de l'écosystème startup et entrepreneuriat au Bénin, les mettre en réseau et créer en leur sein une dynamique de collaboration Startup Connect. C'est aussi une tribune de présentation des dispositifs mis en place par le gouvernement pour accompagner leur innovation quant à la labellisation de leur start-up. C'est la raison pour
Dans cette salle, les acteurs de l'écosystème start-up et entrepreneuriat numérique, le ministère du numérique et de la digitalisation, les investisseurs, les banques et bien évidemment les jeunes entrepreneurs qui utilisent la technologie pour créer la richesse et l'emploi. C'est d'ailleurs pour eux que le programme Startup Connect est mis en place par l'ADPME. Objectif, les écouter, apprécier leur capacité à se développer sur le marché et surtout les mettre en réseau avec d'autres acteurs de l'écosystème. Startup Connect, c'est un événement pour permettre à tous les acteurs de l'écosystème startup et entrepreneuriat numérique de se réunir. Quand on parle d'acteurs, on parle bien entendu du secteur public, des acteurs comme l'ADPME, le ministère du numérique et de la digitalisation, le ministère des petites et moyennes entreprises, mais également les universités, les écoles qui produisent les talents de cet écosystème-là. L'ambition de ce programme, de manière générale, c'est d'accompagner la transformation numérique du Bénin. Et forcément, cette transformation ne peut se faire sans le concours des entreprises. Et c'est pour ça qu'on a décidé aussi d'accompagner l'ADPME dans son rôle pour renforcer l'écosystème des startups au Bénin. À travers des pitchs, ces jeunes entrepreneurs auront non seulement l'occasion de mieux comprendre la richesse de l'entrepreneuriat numérique au Bénin, mais aussi d'en apprendre davantage au sujet des dispositifs dans le cadre national de labellisation. Dispositif mis en place par le gouvernement pour reconnaître, soutenir et valoriser le potentiel des innovateurs qui émergent avec des solutions adaptées aux réalités locales. Aujourd'hui, nous avons le label Startup qui a été mis en œuvre depuis 2023 qui permet aux startups d'avoir ce statut-là qui est reconnu par le gouvernement et ça a plusieurs avantages, des incitations, notamment dans le Code général des impôts, au niveau des exonérations des douanes aussi. Nous avons également de l'appui technique que nous leur permettons d'avoir aujourd'hui, de l'appui technique et de l'appui financier. Donc, la labellisation Startup, c'est vraiment un des outils, des moyens, dispositifs qu'on a mis en place pour accompagner nos startups. Et l'ADPME aujourd'hui est à pied d'œuvre pour augmenter le nombre de dispositifs qu'elle met en œuvre pour les entrepreneurs innovants, quel que soit le secteur d'activité. Ces jeunes entrepreneurs sont donc invités à saisir les moindres opportunités en termes d'appui, de connaissances et d'échanges, et surtout guetter les prochaines sessions pour démarrer le processus de labellisation de leur start-up. À Pomassé, dans le département de l'Atlantique, un centre pas comme les autres vient bouleverser le destin de dizaines de personnes livrées jusque-là à l'errance sur les grandes artères de nos villes. Le gouvernement béninois enclenche une réponse ambitieuse et profondément humaine face aux vulnérabilités extrêmes. Dans ce nouveau dispositif baptisé Centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité CAPAM, malades mentaux errants et personnes en situation de mendicité retrouvent soins et accompagnement. Reportage. Ils sont connus pour leur habitude à squatter les grands carrefours des axes routiers à la quête de l'aumône. Désormais, au Centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité, CAPAM de Pomassé, les personnes atteintes de troubles psychiatriques démarrent une nouvelle vie. Ce que nous faisons, c'est de les amener à comprendre que leur état actuel n'est pas leur état définitif et qu'on peut procéder à une sorte de renaissance. Et la renaissance passe par le rasage de leurs cheveux. Et nous mettons à leur disposition un bain. Ils sont rasés, ils passent au bain. Après avoir été accueillis et mis en confiance au centre. Dans la section du CAPAM dénommée « Composante mendicité », les personnes recueillies sont initiées aux activités comme le maraîchage, la couture, la coiffure ou encore la sérigraphie. Une façon d'amener ces pensionnaires vers une autonomie progressive dans cette maison de l'espoir. Il ne s'agit pas pour un patient de venir ici et de dire je prends mes médicaments, je mange et je dors. Le processus n'est pas comme ça. D'ici quelques jours, quelques semaines, ces patients vont commencer par participer à des activités occupationnelles, des activités de théâtre, de danse, des activités de musicothérapie, les activités d'art, la peinture, les activités de maraîchage. Et toutes ces activités-là sont combinées pour pouvoir apporter aux patients la guérison dont ils ont besoin. Et au terme de leur guérison, avant même la guérison, des recherches parentales sont entreprises pour voir avec leurs parents, faire des enquêtes sociales approfondies
pour comprendre l'histoire et la préparation de la famille à pouvoir accepter le retour de leurs parents. Et quand c'est positif, nous les retournons dans les familles pour une réintégration. Grâce au CAPAM, le Bénin redonne une seconde chance à ceux que l'on croyait perdus pour toujours. Une manière concrète d'affirmer que la dignité humaine est bien plus qu'un simple slogan. C'est le fruit d'une stratégie nationale de prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité. Et pour finir cette session d'information, la première édition du Business Intelligence Summit BISNATI 2025 a pris fin le vendredi dernier. Pendant 5 jours, les 22 jeunes porteurs de projets ont bénéficié d'un accompagnement rigoureux à travers des ateliers pratiques, un concours du pitch suivi d'immersion dans l'univers des entreprises de la place. Alassane Naouma. Une soirée de gala pour couronner en beauté les 5 jours d'efforts fournis dans la discipline et dans l'esprit de créativité par ces 22 jeunes porteurs de projets préalablement sélectionnés dans l'Atakora. C'est l'un des moments forts de cette première édition du Business Intelligence Summit BISNATI 2025, un rendez-vous de promotion de l'entrepreneuriat local qui aura permis à ces jeunes d'être mieux outillés sur l'entrepreneuriat à travers ateliers pratiques et immersion dans l'univers de certaines entreprises de la place sous l'impulsion de Women Rising International. Durant ces 5 jours, depuis le lundi 17 novembre, nous avons vécu un moment fort d'échange, d'apprentissage, de connexion et d'engagement. Le sommet BISNATI 2025 s'inscrivait pleinement dans la dynamique du mois de l'entrepreneuriat au Bénin. À vous, chers entrepreneurs, permettez-moi de vous dire qu'il y a 3 défis que vous allez relever. Appliquez ce que vous avez appris. Testez-le. Adaptez-le à vos réalités. Au cours de cette soirée empreinte de solennité, les 4 meilleurs entrepreneurs dont les projets ont le plus convaincu le jury à l'issue du concours de pitch vont recevoir des chèques bancaires allant de 100 à 500 000 francs CFA. Tous les 22 entrepreneurs repartent avec une attestation de participation. Excellence, membre de l'équipe de Women Rising International, je ne sais vraiment comment vous dire merci au nom de tous les participants. Et pour avoir permis à ces jeunes d'apprendre à mieux gérer leurs entreprises, les autorités à divers niveaux expriment toute leur gratitude à Women Rising International. Chers entrepreneurs, je voudrais en votre nom et au nom du département de l'Atakora remercier l'ONG internationale Women Rising International pour tout l'appui. Pour ce premier coup d'essai à Natitengu, ce fut un véritable coup de maître, un pari gagné par Women Rising International qui prend l'engagement solennel de toujours accompagner ces jeunes entrepreneurs dans leurs diverses activités. Tanguy, c'est la fin du bulletin d'information. Merci Florence pour la présentation. Très bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, des rendez-vous d'information bien programmés tout au long de la journée pour vous tenir au fait de l'actualité nationale. Quand vous êtes fidèle de 43 Bénin, vous connaissez bien le 13h, le 19h30 et le 22h30. Ce sont les grands rendez-vous d'information du journal télévisé. Les éditions intermédiaires, celles de 11h et de 16h, s'appellent le bulletin d'information et présentent un résumé de l'actualité. Actu Matin va se poursuivre. Voici donc les informations sportives. Il y a du football, du basketball et du handball au menu de Sport Matin ce matin. Candide, bonjour. Bonjour. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par le sport roi, la 9e journée. La Ligue 1 béninoise s'est déroulée ce week-end. Avec 9 rencontres déroulées ce week-end dans le cadre de cette 9e journée de la Ligue 1 béninoise saison 2025-2026, l'équipe de l'ASPAC s'est imposée à domicile par un score d'1-0 à son homologue de Panigancé. Même score pour la victoire de l'AS Cotonou.
en déplacement sur le terrain de l'USS Craqué, tout comme la victoire de Damissa par le même score devant l'équipe d'Espoir FC de Savalou. Score nul et vierge entre Asfo et Aïma Football Club, puis entre l'équipe de Coton Football Club et celle des Buffles du Borgo. Du FC de Coma s'est imposé par un score d'un but à 0 à l'équipe de l'AS Soubemap, 2 buts à 0 pour la victoire de l'Autopopo Football Club qui renaît de ses cendres devant l'équipe du Dynamo FC d'Abomey. Score nul d'un but partout entre l'équipe de la jeunesse sportive de Pobé et celle de Dragon Football Club. Victoire des Cavaliers de Niki, 2 buts à 0 devant les Dadjers. Au thème donc de cette 9e journée, le classement reste dominé par l'équipe de l'AS Soubemap avec un total de 20 points au compteur, un goal différentiel de plus 9, suivi des Buffles du Barcou qui maintiennent la deuxième place au classement avec 19 points au compteur, un goal différentiel de plus 7, tout comme Coton Football Club qui garde la troisième place au classement mais avec un goal différentiel de plus 5. L'équipe de l'Autopopo est quatrième au classement avec 17 points au compteur, un goal différentiel de plus 6, 16 points au compteur pour l'ASPA qui vient en 5e position. L'équipe de Damissa Football Club qui descend à la 6e place. Dragon Football Club qui est positionné 7e au classement avec un total de 14 points au compteur, puis 13 points, 1 plus 1 pour l'équipe du Dynamo FC d'Abomey, 8e au classement. L'AS Cotonou vient en 9e position. Au niveau de l'antichambre de la Ligue 1 béninoise de l'élite, donc au niveau de la deuxième division saison 2025 et 2026, on a assisté ce week-end à la 7e journée et un total de 9 matchs est suivi. Il faut dire que l'équipe de Aziza Football Club et celle de Sitatunga se sont partagés les points au bout d'un score nul et vierge. Victoire 1 but à 0 pour Ponte FC lors de son déplacement à Djougou pour en découdre avec Dynamique FC. Dynamo de Parcours s'est imposé par le même score à domicile à l'équipe de l'AS Police. Score nul d'un but partout entre Energy Football Club et Abeille Football Club. 2 buts à 0 pour la victoire de Diefa Football Club qui enchaîne avec une victoire devant l'équipe de la jeunesse athlétique de Kétou. Avron Communist Sport s'est imposé par un score d'un but à 0 à l'équipe d'Adidja Football Club. AS Elite Sport s'est imposé par un score de 3 buts à 1 devant l'équipe de Real Sport de Parakou. Requin Football Club s'est incliné sur un score de 0 but contre 1 devant l'équipe de Beke Football Club. Et puis Boa a partagé les points au bout d'un score nul d'un but partout avec l'équipe de l'AS Takona. Après ces différentes confrontations, le classement au niveau de la Ligue 2 béninoise reste dominé par Diafa Football Club avec un total de 17 points au compteur, un goal différentiel de plus 8, 15 plus 5 pour l'équipe de BKFC qui vient en deuxième position. Sitatunga reste troisième au classement avec 13 points au compteur, un goal différentiel de plus 2, 11 plus 2 pour l'équipe d'Aziza Football Club qui vient en 4e position. Abeille Football Club est 5e au classement avec 10 points au compteur, un goal différentiel de plus 3, 9 plus 2 pour l'AS Police et Boa qui vient respectivement en 6e et 7e position. Real Sport de Parakou est 8e au classement tandis que l'AS Elite Sport vient boucler le top 9 au classement Tanguy. Allez, on va parler des femmes. Oui. On va parler de belles dames qui jouent au football. Et bien, le coup d'envoi de la saison 2025-2026 a été donné ce week-end aussi. Oui, le championnat national de football féminin a repris ce week-end avec effervescence et fortune diverses pour les différentes équipes qui ont déjà joué dans la poule A. Les équipes donnent déjà du temps avec des performances qui affichent clairement les ambitions de la saison. Victoire 5 buts à 1 pour Tambo FC d'Adiara avec un quadruplé de Romain Gandonou devant l'équipe de Cefos. Puis victoire étriqué d'un but à 0 pour Ainové Football Club en déplacement sur le terrain de Samneli. Dynamique FC d'Abomey Calavi à domicile après avoir concédé l'ouverture du score s'impose au coup de sifflet final par un score de 3 buts à 1 devant l'équipe de Nadia Football Club. Eh bien, les filles de Dynamique FC d'Abomey Calavi se réveillent d'un sommeil profond pour s'imposer au coup de sifflet final devant leurs homologues de Nadia Football Club. Dans la poule B, plusieurs matchs se sont déroulés, mais avant, il faut dire que le classement dans la poule A est dominé par Tambo FC d'Adiara après donc ces différentes rencontres déjà déroulées. Tambo FC d'Adiara domine les débats avec 3 points au compteur, un goal différentiel de plus 4, suivi
de Dynamique FC d'Abomey-Calavi qui vient en deuxième position avec 3 points en goal différentiel de plus 2. Ainové Football Club vient en troisième position avec 3 points aussi, mais un goal différentiel de plus 1. Au-delà de ça, la Lanterne Rouge est gardée par ses fausses avec 0 points au compteur, mais un goal différentiel de moins 4. On s'intéresse maintenant à la poule B. Il faut dire que 3 matchs se sont déroulés ce week-end sur les 4 programmés pour cette première journée de compétition dans la poule B. AS Basson, l'équipe promue dans l'élite du football féminin béninois, s'est imposée par un score de 4-0 à l'équipe de FAL Football Club de Boycon. Score nul et vierge entre Léopard Omnisport d'Abomey et l'équipe de l'AS Camilla de Mbébereke. Puis éclatante victoire pour l'équipe de l'AS JFA de Covet devant l'équipe de l'AS Lyon de Bantais, 7-1 au coup de sifflet final pour les filles de Covet qui dominent les débats au classement. Vous allez le voir sur le classement avec un total de 3 points comme un goal différentiel de plus 6, suivi de l'équipe de l'AS Basson, l'équipe promue qui vient en deuxième position avec 3 points comme un goal différentiel de plus 4. L'AS Camilla de Mbembereke vient en troisième position avec 1 point au compteur, tout comme l'équipe de Léopard Omnisport qui vient en quatrième position. La Lanterne Rouge dans ce groupe est gardée par l'équipe de l'AS Lyon de Banté avec 0 point au compteur et un goal différentiel de moins 6. On continue à parler de femmes. Oui. On va élever maintenant le niveau. Hors du Bénin, on connaît désormais le vainqueur de la Ligue africaine des champions féminines. Les Marocaines de l'ASFA sont les nouvelles reines du continent, finaliste malheureuse de la précédente édition. Le club de l'international béninoise Yolande Yami a cette fois-ci marché sur la concurrence. C'est pour se hisser sur le toit du football féminin continental en matière d'interclub de la CAF. Opposé en finale de cette édition de la Ligue des champions de la CAF à l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, équipe qui prend part à sa première phase finale de la compétition mais qui a su se hisser en finale. L'équipe de l'ASFA du Maroc avait un seul objectif, une seule mission, accomplir ce qu'elle n'a pu accomplir l'année précédente à domicile et bien entendu sur le sol marocain. En face, il y avait certes des novices mais des joueuses talentueuses, mais l'expérience et la discipline tactique a été la force et surtout la clé de l'équipe marocaine qui s'est imposée par un score de 2-1 au coup de sifflet final pour soulever le joyau de la compétition. Laissé au banc au coup d'envoi, l'international béninois Jolan Niami est entré en jeu à la 59e minute de jeu et a activement participé à cette performance des siennes pour donc soulever le trophée au coup de sifflet final avec ses coéquipiers. Et puis, avant cette finale, il faut dire qu'on a assisté à la rencontre de la médaille de bronze entre l'équipe du tout-puissant Mazembe et celle du FC Massa. Victoire 3-1 pour l'équipe championne de la précédente édition devant l'équipe médaille de bronze de la précédente édition. Voilà donc pour ce qu'on peut retenir de la Ligue africaine des champions Tanguy. On va parler des plus jeunes. Oui. On va s'intéresser notamment à la Ligue Ouest B de la CAF qui a procédé en fin de semaine écoulée au tirage au sort de la phase zonale du championnat africain de football scolaire. Il s'agit de la 4e édition de la phase zonale du championnat africain de football scolaire dont le tirage au sort a été effectué vendredi à Abidjan, Côte d'Ivoire, ce qui permet aux 6 différentes équipes participantes d'être désormais fixées pour la compétition. De son côté, le Bénin qui annonce sa présence dans les 2 catégories allogées dans le groupe B, aussi bien chez les filles que chez les garçons, en compagnie des vainqueurs de la précédente édition. Là, on parle du tirage au sort. Chez les filles, dans le groupe A, on a le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et puis le Nigeria. Dans le groupe B, on a le Ghana, le Bénin et le Niger. Chez les garçons, dans le groupe A, on y retrouve le Burkina Faso, le Ghana et puis le Niger. Tandis que dans le groupe B, il y a la Côte d'Ivoire, le Nigeria et puis le Bénin. Il faut noter que ce tournoi qualificatif à la phase finale aura lieu du 1er au 4 décembre prochain à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec la participation de 6 pays
comme je l'ai annoncé un peu plus tôt, entre autres le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, le Niger et puis le Bénin. Des scolaires, allons maintenant vers les cadets pour prendre des nouvelles. Depuis le Qatar, ce week-end, on a eu les quarts de finale du mondial U17 2025 avec 4 rencontres déroulées au cours de cette étape. Il faut dire que les 2 représentants africains encore en compétition sont éliminés, vont arrêter leur compétition à l'étape des quarts de finale. Il s'agit du Burkina Faso et du Maroc. Le Burkina Faso qui de son côté s'est incliné sur un score d'un but contre 0 devant l'équipe de l'Italie. Tout le Maroc s'est incliné sur un score d'un but contre 2 devant l'équipe du Brésil. Au-delà de ça, l'Autriche a battu 1-0 l'équipe du Japon. Puis le Portugal s'est imposé par un score de 2-0 à l'équipe de la Suisse. Après ces confrontations, les 4 pays ils vont poursuivre l'aventure et donc vont disputer l'étape des demi-finales sont l'Autriche, l'équipe du Portugal, celle de l'Italie et du Brésil pour donc la suite de la compétition. Au champ de discipline, oui. On va parler basketball. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Energy BBC. Aux éliminatoires de la Women's Basketball Africa League. C'est bien cela, c'est fini pour Energy BBC du Bénin, l'équipe championne en titre de basketball du Bénin qui n'ira pas à la prochaine édition de la Women's Basketball Africa League. Le rêve s'éteint cette fois-ci à Abidjan, Côte d'Ivoire, tout comme à Monrovia au Libéria en 2024 pour les éliminatoires de la Women's Basketball Africa League 2025, alors que tout semblait bien parti avec une victoire éclatante des Béninois 63-56 face aux Ivoiriennes de la FBA. Il faut dire que tout a basculé lors des journées suivantes. Au cours de leur deuxième sortie, les filles d'Energy BBC ont été dominées 70-56 par leurs homologues de First Bank du Nigeria, avant de s'incliner 48-57 devant les filles de CSA de Côte d'Ivoire pour leur troisième et dernière sortie dans la compétition, avec donc seulement une victoire et 2 défaites en 3 sorties. Energy BBC finit troisième de la compétition et est donc éliminé de la course au titre, sinon au ticket qualificatif de la zone 3. On écoute ici l'entraîneur principal de l'équipe béninoise au thème de la compétition. On savait qu'on allait battre cette équipe, quel que soit ce qui allait se passer. Ce qui n'a pas vraiment marché, c'est à partir du deuxième carton. Quand on a tout complètement lâché en défense, on demandait aux filles de presser, mais elles ne voulaient pas du tout écouter les consignes. Et du coup, on a dû faire quelques remplacements et voilà ce que ça a donné. Elles ont tiré à 3 points, au moins 5, je crois 4 points, 5 points pour remonter le score. Et c'était à partir du deuxième carton, c'était 22-6, ce qui nous a vraiment cassé. On a tenu sur nous jusqu'à la fin. Franchement, des regrets, parce que c'était pas ce qu'on attendait des filles, surtout au niveau de la défense, parce qu'on a dit qu'il fallait les presser tout le terrain, du début jusqu'à la fin du match. Mais elles n'ont pas pu respecter les consignes. Il fallait qu'on nous, même en tant que coach, on leur dise prenez avant qu'elles ne réagissent. Donc voilà. Le sentiment du devoir non accompli dans le rang d'Energy BBC qui n'ira pas à la prochaine édition de la Women's Basketball Africa League et donc une nouvelle expérience à capitaliser avant donc la prochaine édition des éliminatoires pour la prestigieuse compétition des interclubs de basketball sur le continent. Il faut dire que la zone 3 sera représentée par First Bank du Nigeria, auteur d'un parcours sans faute au cours de ces éliminatoires, tout comme l'équipe de FBA de Côte d'Ivoire au cours de la phase finale de la Women's Basketball Africa League qui va se tenir du 5 au 14 décembre 2025 en terre égyptienne. Allez, on va changer de discipline, finir avec le handball. Le championnat amateur de la discipline saison 2025 s'ouvre dès aujourd'hui. Cette ultime étape
du championnat des handballeurs amateurs va se dérouler du 24 au 29 novembre 2025 sur l'installation du Roi des Loisirs Sport Cotonou avec la participation de 16 équipes dont 8 chez les hommes et 8 chez les dames. Et au niveau de chaque catégorie, les équipes sont réparties en 2 groupes. Au niveau des hommes, dans le groupe A, on retrouve l'équipe de l'ASPAC Handball Club, ASEC Handball Club, AS Burma, Asso Fraternité. Puis dans le groupe B, on retrouve l'équipe de Espoirs Handball Club, Flowers Handball Club, Kim Handball Club et puis Athlétique Handball Club. Au niveau des dames, dans le groupe A, Flowers Handball Club et Étoile Handball Club S Burma et puis Étoile Bleue. Et puis dans le groupe B, Espoir Handball Club, Aspac Handball Club, Académicien et l'équipe de l'université d'Abomey-Calavi. Pour la première journée de compétition, les affiches sont déjà connues. Au niveau des hommes, 4 rencontres assurent ce lundi, tout comme chez les dames. Mais commençons déjà par les messieurs. L'équipe de Kim Handball Club va en découdre avec l'équipe de Athletic Handball Club. La rencontre est actuellement en cours. Après cette rencontre, 3 autres rencontres sont à suivre au niveau des hommes. AS Burma, Asso Fraternité, Espoir Handball Club, Flowers Handball Club, Aspac Handball Club et puis ASEC HBC. Au niveau des dames, Flowers Handball Club sera face à l'équipe de Étoile Paraco pour la première rencontre de la journée chez les dames. AS Burma va en découdre avec Étoile Bleue. Espoir Handball Club va disputer les 7 avec l'équipe de l'ASPAC Handball Club et puis l'équipe des académiciens sera face à celle de l'université d'Abomey-Calavi. Il faut rappeler que toutes ces rencontres se déroulent sur l'installation du Roi des Loisirs et Sports de Cotonou. Tanguy, ça sera tout pour les sports ce matin. Et n'oubliez pas, le rendez-vous de 21h, ça sera avec Narcisse Alossé. L'actualité de l'EGPA sera toujours au menu comme tous les lundis depuis plusieurs semaines déjà, à un mois de la compétition de la grande messe du football continental. Que faut-il retenir dans le rang des Guépards du Bénin? Est-ce que la tanière des Guépards est prête pour aller au royaume chérifien, défendre les couleurs nationales, pourquoi pas rééditer l'exploit de 2019, atteindre au moins l'étape des quarts de finale? Tout sera débattu sur le plateau de Canasport ce soir. Et puis au niveau de la rubrique Grand Tank, on aura en direct depuis le royaume chérifien, pas pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations, mais pour parler de la performance d'une Amazone, d'une internationale béninoise, footballeuse notamment, qui a décroché la coupe, il faut dire, la coupe reine des interclubs sur le continent, la Ligue africaine des champions féminines. Yolande Diamy, la première béninoise à avoir décroché le trophée. Elle sera en direct depuis le Maroc pour évoquer cette performance, ses sentiments et surtout ce que ça représente pour elle d'être la première béninoise à décrocher ce trophée. Au-delà de ça, sur le plateau de Canasport ce soir, on aura un invité spécial, le président de la fédération béninoise de Wushu, grand maître Patrice Kobena, qui va évoquer cette compétition nationale déroulée le week-end écoulé, dénommée la Coupe de l'ambassadeur de Chine, qui a réuni les meilleurs talents et surtout les promesses du futur qui seront à la prochaine édition des Jeux Olympiques et de la jeunesse de Dakar 2026. Prenez le rendez-vous, c'est à partir de 21h. Vous avez un menu alléchant, Candide. Merci beaucoup en tout cas pour ces efforts qui meublent le rendez-vous sportif grand format sur Canal 3 Bénin à 21h donc. Oui, à 21h et à demain. On se retrouve demain pour vous et moi. Mesdames et messieurs, on propose qu'on marque une petite pause, le temps pour nous de préparer pour vous le magazine de ce matin et surtout le récapitulatif des informations captées par la rédaction de Canal 3 Bénin, c'est 7 jours au Bénin. On va faire ces 2 tours-là, marquer à nouveau une pause avant de revenir. Bienvenue à votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Je Carlos, ok. Bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit
avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique, qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signés, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui. Et on n'avait pas ça par le passé. Donc, on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social, et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui, et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et Gaiman de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les Gaiman. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. En novembre, seulement sur Canal+. On vient de signer Michael Jordan. Donc faut vraiment que tout soit parfait. Le son, les lumières. Cinéma, sport, séries et grands spectacles, les cadeaux sont déjà là. Jusqu'au 30 novembre, le décodeur HD est à 5 000 francs pour 2 mois d'abonnement à la Formule Access. En plus, l'installation est offerte. Et si vous vous réabonnez à votre formule habituelle, profitez de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option DSTV English+. Tu vois mon pote, quand je fais le calcul, Canal Box c'est vraiment top. J'ai internet avec la fibre et c'est ultra rapide. Avant, je rechargeais tous les jours. 1 giga pour elle, 100 mégas pour lui. Maintenant, je paye une fois par mois ma connexion. Ça me coûte moins cher, c'est illimité. Imagine les économies. En ce moment, les frais d'installation sont en promotion. Rendez-vous en boutique Canal+ ou contactez votre vendeur Canal Box. Aussi. 26 minutes. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrire la lumière. Communiquer. 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 Betty est célibataire.
et surtout me retrouver encore devant Aïcha Koné après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc de... Non, j'ai laissé le côté humoriste, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Ah oui? C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Donc vous les laissez d'abord? Bon, oui, on essaie de... Il y a une méthode de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des dits. Vous dansez des dits, ça fait Zogla dance. Voilà. Inspiration. On va checker la liste. Oui ou non? Moi, heureusement que j'ai jamais eu d'ex. Oh, le ciel va tomber. La ciel va tomber. Prends bien soin de moi, chérie, ne me néglige plus. Bravo. Merci à toute l'équipe. Vous êtes tout simplement formidables. On se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle aventure sur Le Plein de Midi. Au revoir. Au revoir. Une maison étendue d'eau. Le village de Gbodje, dans l'arrondissement de Zinvier, subit ces jours de crue du fleuve Ouémé comme à son habitude chaque année. C'est ici que vit Ghislain, une dizaine d'années, et écolier en classe de CM2, les cours moyens deuxième année, qui le prépare à son premier examen en fin d'année. Depuis la rentrée des classes, son quotidien est invariable et commence tôt le matin par une toilette rapide et sommaire. On fait ça, on cloque pas, on l'a au fond de bien, on s'en le temps, on bien quoi pour partir, mais le coin on l'a zone. Nos enfants, nous n'attendons pas bien, nos enfants on l'a zone. Je ne suis pas encore. Pas de quoi c'est fou. Bon, il y a un coco. Caralho, il quoi? Quoi elle? Agora. Não foi com nada, não.
Fixé sur un moyen de fortune, Ghislain s'élance à la quête du savoir. Il doit faire confiance pour cela à son sens d'équilibre, mais surtout à la force dans ses bras. Viens. Tu connais le tic. Quelle? Comme il y a quoi? Non, il y a quoi? Le bac ou comme Udah tu nak buat. Nda mama kola u mo gwa we nda ka ma kola mo gwa we de mo gwa we ma si jira ho we la me gwa we na so we. Quand il n'y a pas de radeau de fortune, Ghislain doit se démerder ou manquer les cours. Ce n'est pas un drame et cela arrive trop souvent, d'après ses confidences. Après une trentaine de minutes, le jeune écolier est dans son école. Ses camarades sont déjà en salle et les cours ont commencé il y a un moment. Oui, bonjour Ghislain, bonne arrivée. Aujourd'hui, pas de punition. Le maître a commencé à peine son programme de la journée. Mais en plus, il comprend bien la situation. Qu'est-ce qu'on va calculer d'abord? Ici. Oui. On va calculer le total. Le total. Tu complètes les tableaux. Tu vas compléter les tableaux. Tu vas compléter. Lui-même la vit d'ailleurs, surtout que ses premiers jours au contact de cette réalité n'ont pas été les plus cordiaux. J'ai voulu même, si possible, déposer une démission, mais je me suis dit, c'est partout où besoin sera. C'est le contrat que nous avons signé avec l'État. Et bon, avec le temps, les mois, bon, je me suis habitué. La consigne dit quoi? Oui. La consigne dit. Le copie et complète le tableau. Le tableau. L'eau vient nous envahir de septembre à novembre. Mais cette année-ci, c'est depuis le 2 août là, que l'eau est déjà là et nous sommes dedans.
Les périodes de crue ne sont pas du tout faciles. Oui, surtout en ces temps-ci où la voie est tellement difficile à pratiquer. Oui. Parfois, tu viens au bord de l'eau, tu ne trouves même pas de pirogue pour venir à l'école. Et tout ça, là, ça joue sur l'emploi du temps. Oui. Et les enfants tombent régulièrement malades quand c'est comme ça. Et après le total, on va faire sortir. On va faire sortir les fréquences. On va faire sortir les fréquences. Attention là-bas. C'est quoi, tu as fini? Premièrement, bon, quand j'étais venue, il y avait la peur de traverser l'eau dans la pirogue. Mais au fil du temps, je me suis habituée et puis bon, ça peut aller. Vous êtes d'ici Non, je ne suis pas d'ici. Je suis de Ouida. Quand même, tu n'es pas un habitué du milieu et puis tu rentres pour la première fois dans la pirogue, il y a cette peur-là qui nous anime tout au long du parcours, l'aller-retour. Nous n'avons pas de pirogue. Nous n'avons pas de botte non plus. Enseignante, tu descends, tu as tes chaussures en main, tes paires de chaussures en main pour rentrer dans la barque, ou rentrer dans ta classe devant les enfants. Ça ne tient pas trop. C'est maintenant que tu as commencé. Il y a beaucoup d'absents. Les enfants sont vraiment absents ces derniers temps. Parfois, bon, les parents n'ont pas le temps de les amener avec la pirogue. La pirogue est occupée par les parents et puis bon. Et ces enfants, pendant le temps de crue, doivent rester à la maison pendant au moins 2 mois. Hein? Et ce sont ces enfants-là qui vont affronter les mêmes épreuves que l'enfant qui n'est pas resté à la maison pendant ce temps-là. Vous voyez, c'est d'office qu'à la fin de l'année, ça affecte sur les résultats. Mais il y a des stratégies que nous trouvons pendant les temps de congés, par exemple. Hein, on met les congés là à profit pour pouvoir boucher, pouvoir rattraper ces temps qui ont été perdus pendant le temps de crue là. Maintenant, la consigne, c'est ça. Au bout d'une journée, vient enfin le moment préféré des apprenants. Il est légèrement au-delà de 13 heures. Les activités s'arrêtent. Les enfants ont en effet la tête à autre chose. Autour de 14h30, les enfants sont libérés. Pour les plus grands de la classe de CM2, il faut avoir fini ses travaux de la journée pour avoir la liberté de retourner à la maison. Ghislain est parmi les premiers et sa barque est prête. C'est un quotidien standard et périodique chez les enfants de Gbodje. Même s'ils semblent s'en accommoder avec le temps, il est évident que la situation, qui est cyclique, a un effet direct sur le rendement à l'école et le taux de scolarisation dans la zone. Mais d'ici sont de même partie de grands cadres qui ont servi ou qui servent encore la nation béninoise.
Quels sont les motifs qui doivent marquer vos pagnes pour la dot et pourquoi? On en parle aujourd'hui dans votre magazine Chic et Pratique qui reçoit pour vous une commerçante de pagne. Alors, pour une dot réussie, on a l'habitude de dire que pas d'hibiscus, pas de mariage. Alors, regardez, ça, c'est le motif hibiscus qui symbolise l'harmonie dans le foyer, un mariage réussi et tout, voilà. Nous nous invitons dans vos cuisines aujourd'hui. Je suis à la cuisine et à une étape de la cuisson, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sel dans le repas. Comment y remédier? On en parle avec notre invité du jour. Par exemple, à la fin, quand le riz a fini, par exemple, de préparer, vous vous rendez compte que c'est salé. Vous coupez une pomme de terre en deux, et mettre dans la sauce. Là, ça absorbe le sel dans. Comment réussir la salsa? C'est le thème de ce numéro de votre magazine Chic et Pratique. Il faudra constater qu'il y a les mouvements qui varient en fonction des hommes et des dames. Les hommes ici, nous allons les appeler les cavaliers et les dames les cavalières. En novembre, seulement sur Canal+. On vient de signer Michael Jordan. Donc faut vraiment que tout soit parfait. Le son, les lumières. Cinéma, sport, séries et grands spectacles, les cadeaux sont déjà là. Jusqu'au 30 novembre, le décodeur HD est à 5 000 francs pour 2 mois d'abonnement à la formule Access. En plus, l'installation est offerte. Et si vous vous réabonnez à votre formule habituelle, profitez de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option DSTV English+. Tu vois mon pote, quand je fais le calcul, Canabox c'est vraiment top. J'ai internet avec la fibre et c'est ultra rapide. Avant, je rechargeais tous les jours 1 giga pour elle, 100 mégas pour lui. Maintenant, je paye une fois par mois ma connexion. Ça me coûte moins cher, c'est illimité. Imagine les économies. En ce moment, les frais d'installation sont en promotion. Rendez-vous en boutique Canal+, ou contactez votre vendeur Canalbox. Bienvenue à votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Je Carlos, ok. Bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signés, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui. Et on n'avait pas ça par le passé. Donc on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Tu vois mon pote, quand je fais le calcul, Canabox c'est vraiment top. J'ai internet avec la fibre et c'est ultra rapide. Avant, je rechargeais tous les jours 1 giga pour elle, 100 mégas pour lui. Maintenant, je paye une fois par mois ma connexion. Ça me coûte moins cher, c'est illimité. Imagine les économies. En ce moment, les frais
d'installation sont en promotion. Rendez-vous en boutique Canal+, ou contactez votre vendeur Canal Box. Tu vois mon pote, quand je fais le calcul, Canal Box c'est vraiment top. J'ai internet avec la fibre et c'est ultra rapide. Avant, je rechargeais tous les jours 1 giga pour elle, 100 mégas pour lui. Maintenant, je paye une fois par mois ma connexion. Ça me coûte moins cher, c'est illimité. Imagine les économies. En ce moment, les frais d'installation sont en promotion. Rendez-vous en boutique Canal+, ou contactez votre vendeur Canal Box. Bienvenue à votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Journaliste Carlos, ok. Bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signants, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui. Et on n'avait pas ça par le passé. Donc on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social, et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui, et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Tu vois mon pote, quand je fais le calcul, Canal Box c'est vraiment top. J'ai internet avec la fibre et c'est ultra rapide. Avant, je rechargeais tous les jours 1 giga pour elle, 100 mégas pour lui. Maintenant, je paye une fois par mois ma connexion. Ça me coûte moins cher, c'est illimité. Imagine les économies. En ce moment, les frais d'installation sont en promotion. Rendez-vous en boutique Canal+, ou contactez votre vendeur Canal Box. En novembre, seulement sur Canal+. On vient de signer Michael Jordan. Oh, il fait où ça être raté. Donc faut vraiment que tout soit parfait. Le son, les lumières. Cinéma, sport, séries et grands spectacles, les cadeaux sont déjà là. Jusqu'au 30 novembre, le décodeur HD est à 5 000 francs pour 2 mois d'abonnement à la formule Access. En plus, l'installation est offerte. Et si vous vous réabonnez à votre formule habituelle, profitez de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option DSTV English+. Nous voici pour le temps du commentaire. Franck Arnaud, bonjour. Bonjour Tanguy. À la suite de la révision de la Constitution, le régime Talon veut visiblement dissiper les doutes. Une tournée nationale est initiée à travers le Bénin. À quoi répond concrètement cette descente? La tournée nationale Tanguy d'explication orchestrée par le régime après la révision constitutionnelle du 14 novembre dernier est une démarche politiquement indispensable et stratégiquement pertinente qui répond à la fois à une nécessité démocratique et pédagogique. L'acte posé par les députés a une portée historique et institutionnelle majeure et de ce fait a besoin d'être compris, a besoin d'être expliqué et a besoin d'être appréhendé par la majeure partie des populations. Au Bénin comme ailleurs, les textes de loi fondamentaux en tout cas peuvent paraître techniques et opaques. Et pour le citoyen lambda, cette tournée s'impose donc comme un exercice pédagogique républicain. Elle vise à combler le déficit d'information, expliquer clairement les changements majeurs introduits, notamment ceux concernant la création du Sénat et son fonctionnement, le mandat présidentiel de 7 ans
et la trêve politique et j'en passe. Prévenir la désinformation en période préélectorale et bien les rumeurs, les interprétations partisanes pullulent. Le gouvernement prend l'initiative de maîtriser son propre récit en fournissant une explication officielle et unifiée, coupant ainsi l'herbe sous le pied de ceux qui veulent peut-être saboter ce projet. Une façon d'aller à l'assaut des doutes sur la Constitution, cela a une pertinence politique et au-delà de la simple explication technique. Elle est un outil essentiel de légitimation et de rassemblement autour de cette question avant la fin du mandat du président Talon. Cette stratégie s'inscrit également, à mon avis, dans un appel à la réconciliation post-vote. La révision constitutionnelle, bien que votée par l'Assemblée nationale, a donné lieu à beaucoup d'interprétations dans l'espace public. Le régime cherche donc à désamorcer les critiques et à rallier les sceptiques en démontrant que la révision sert l'intérêt supérieur de la nation et garantit la stabilité institutionnelle. Enfin, en s'adressant directement aux populations locales, les émissaires du régime en place renouent le contact avec la base. C'est une autre manière de mobiliser les troupes et de préparer le terrain pour les élections générales de 2026 en présentant la révision comme l'aboutissement d'une gouvernance réussie de Patrice Talon. Oui, quel type de message sera utile notamment à diffuser sur le terrain? Allez, le message délivré par les représentants du régime sera, à mon avis, structuré autour de deux axes principaux, la clarification institutionnelle et la vision politique. Les explications sur la loi révisée mettront notamment l'accent sur les gains en matière de gouvernance et d'assainissement du milieu politique. Elle a été faite pour mettre un terme aux nombreuses entraves au développement du fait de la politique politicienne pratiquée depuis plusieurs décennies dans notre pays. Les discours tourneront autour de la recherche de stabilité au sommet de l'État avec le rôle que jouera le Sénat qui regroupera d'anciens présidents de la République, d'anciens présidents d'institutions de la République, des acteurs de la sécurité qui ont servi la République à un niveau donné. Il y aura également un message de dégel et de décrispation car ce vote a suscité assez de stress, d'interprétation et de doute. Le message sera tout de même que Talon n'a pas voulu d'une révision de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, mais alors pas du tout. Le message sera ces révisions institutionnelles sont la clé de voûte de notre développement et garantissent la continuité des acquis pour le Bénin de demain. Et puis, le message sur le terrain sera enfin l'appel à la confiance et à la vigilance. En vue de 2026, le message final pourra être un appel à la confiance dans les institutions et dans la vision du chef de l'État. Il sera demandé aux populations de rester vigilantes face aux critiques de l'opposition, souvent qualifiées de tentatives de déstabilisation, de résistance aux changements nécessaires. En substance, le cap est bon, la nouvelle constitution consolide ce cap et voilà, à mon avis, l'essentiel du message qui sera délivré aux populations. Toutefois, les messages pourraient varier ou aussi s'adapter aux réalités du terrain. Merci Franck. Mesdames et messieurs, voici nos débats. Eric, bonjour. 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 Vous allez suivre le commentaire de Franck Aoulou. Réaction, Eric? On comprend aisément le bien fondé de cette descente, je dirais, à la fois des acteurs politiques, peut-être aussi des émissaires du gouvernement à l'endroit de nos concitoyens, pour expliquer l'acte qui a été posé par les députés, à savoir la révision de notre Constitution. Si cela n'avait pas été fait avant le vote, c'est que cela s'impose après le vote. C'est toujours bien d'aller à la rencontre de nos concitoyens, expliquer justement ce qu'on a pu, je dirais, opérer comme modification justement dans notre révision. Il y a tellement d'éléments sur lesquels nos concitoyens voudraient avoir encore des précisions, encore des clarifications. Et donc, ça va permettre à ces acteurs, justement, d'aller, je dirais, dans nos contrées, dans nos villes, dans nos départements, expliquer, et si possible, dans toutes les langues, justement, le travail qui a été fait du côté du Parlement et le gain que
que cela apporte à notre pays. Je pense que au-delà du discours politique qui pourrait amener des camps à s'affronter sur des idées, sur des propositions, il y a sans doute un fond d'essentiel qu'il faut mettre à la disposition de nos concitoyens pour qu'eux-mêmes ils puissent se faire une idée du travail qui a été fait. Peut-être aussi qu'à l'occasion, ça va être aussi un moment de dialogue où, de la part de nos concitoyens, ils recevront aussi sans doute d'autres idées. Voilà. On ne finit jamais de faire un travail qui participe à la construction d'une nation. Donc, c'est un travail qui va être de façon permanente. Toujours est-il que les idées seront donc, je dirais, discuter et voir ce qui a encore lieu de projeter, de faire peut-être dans les années à venir. Mais pour ce qui a été fait, le besoin d'informer, le besoin d'expliquer, le besoin de clarifier s'impose. Oui, je pense que c'est important d'échanger avec la population. Lorsque j'ai entendu annoncer cette vaste campagne d'explication, je me suis dit, on dirait que la lucidité est revenue dans la famille. Parce que, vous savez, quand vous êtes mandataire d'un pays, d'un peuple, c'est le peuple qui détient en réalité ce pouvoir. Et le député, tel que défini par nos tests, son pouvoir, en réalité, est celui du peuple béninois. Et en tant que mandaté du peuple, il devrait normalement consulter le peuple. Il s'agit des enjeux importants qui touchent la cohésion nationale, qui touchent le vivre ensemble, qui touchent le développement du pays. Donc ça, c'est le principe simple de la loi de la redevabilité et de la reddition de comptes. Donc a priori, c'est comme, je prends un exemple très simple, je suis membre d'une importante société et je délègue, je me fais représenter par quelqu'un au conseil d'administration. Et subitement, on veut réviser le règlement intérieur de cette entreprise. Et cette personne qui me représente ne me fait pas le retour a priori, vote d'abord, révise d'abord le règlement intérieur, et c'est après qu'il vient me dire, et cette personne vient me dire, ah voilà, nous avons révisé, nous avons changé le règlement intérieur de la société. A priori, on trouve que certains diront, à tort ou à raison, que c'est un abus de confiance vis-à-vis du peuple, parce que le véritable pouvoir, c'est pour le peuple. Et le peuple a juste confié ce pouvoir de façon temporaire, c'est-à-dire le temps de mandat à des personnes pour que ces personnes représentent le peuple. Vous savez, pour un enjeu aussi important, c'était inquiétant qu'on ne veuille pas aller à la consultation nationale, qu'on ne veuille pas échanger avec le peuple. Nous avons vu la dernière révision, il y a eu beaucoup de débats autour. C'est vrai qu'à un moment donné, certains ont estimé qu'il ne fallait pas le faire. Mais vous voyez un peu comment cette révision a été faite. Il y a eu de la précipitation autour, il y a eu une célérité extraordinaire autour, et c'est quand on finit de voter cette loi, qu'on veuille maintenant aller échanger. Vous avez dans la chronique de Franck tout à l'heure, Franck a parlé d'échange avec la population. C'est vrai qu'il faut... Moi, je n'appelle pas ça une tournée d'explication. Je parle plutôt d'une campagne de tentative de réconciliation avec le peuple. C'est parce qu'ils ont entendu des grincements de dents au niveau du peuple qu'ils se sont dit, attention, il faut qu'on aille nous réconcilier avec le peuple. Et on aurait dû le faire à l'entame, échanger déjà avec le peuple, que cela aurait été important. Certains diront que ce n'est pas important. Non, je pense que c'est très important, en ce sens que c'est la loi fondamentale. Et étant donné que c'est aussi la loi fondamentale, qu'est-ce qui prouve que des gens n'auraient pas fait d'autres observations qui seraient également prises en compte dans cette révision? Aujourd'hui, il y a eu des aspects qui ont été révisés. D'accord, moi je n'ai rien contre les aspects qui ont été révisés. Mais qu'est-ce qui prouve qu'au sein de la population, il n'y aurait pas d'autres aspects, toujours dans la Constitution, qui méritent révision et qui auraient peut-être attiré l'attention des députés. Et au moins, pendant le vote, ils auraient dit, attention, intégrons tel aspect, enlevons tel aspect, faisons en sorte que ce que nous sommes en train de réviser aujourd'hui réponde véritablement aux aspirations du peuple béninois. Ça n'a pas été fait en amont. Et maintenant, on veut lutter contre la désinformation. La désinformation, c'est quoi? Quand vous laissez la place à des chuchotements, à des rumeurs, à des critiques de tous acabits, à la fin,
les gens interprètent chacun à leur manière. Et quand on interprète chacun à sa manière, la désinformation s'installe. Qui a installé la désinformation? C'est parce qu'entre-temps, il y a eu défaut, pénurie d'informations. On n'a pas circulé l'information comme cela se doit en amont. Et maintenant, on veut rattraper. Et c'est pour cela que je parle d'une tentative de réconciliation avec le peuple. Donc je pense que quand on parle d'exercice pédagogique, c'est pour cela que je dis, c'est comme une lucidité subitement retrouvée. Cette pédagogie aurait été en amont, qu'aujourd'hui, on serait en train d'applaudir les députés pour cet acte que d'aucuns appellent historique. Mais moi, j'estime qu'on l'aurait fait au début, qu'aujourd'hui, on serait en train de dire les députés ont joué leur rôle. Ils ont fait ce qu'ils devraient faire. Parce qu'entre-temps, ils sont retournés vers les mandants. Ils sont retournés vers ceux qui leur ont conféré le pouvoir, ceux à qui appartient véritablement le pouvoir de gérer, de légiférer. Donc, ils ne l'ont pas fait à l'entame. Et vous voyez, c'est que cette célérité, effectivement, quand il y a des informations, c'est parce qu'à des moments donnés, on a laissé place à des vides d'informations. Pour une session budgétaire, subitement, la révision de la Constitution est venue au point 2, et non seulement ça, on a mis la célérité autour pour voter, et beaucoup se demandent maintenant, qu'est-ce qui urgeait? Aujourd'hui, maintenant, on veut maintenant se réconcilier avec le peuple parce qu'il y a des graissements de dents par endroit, parce que beaucoup ne comprennent pas ce qui s'est passé, et c'est à raison qu'ils ne le comprennent pas. Donc je pense que c'est une tentative de réconciliation avec le peuple et non une campagne d'explication. Je pense que la tournée d'explication vient à point nommé parce que d'abord je voudrais saluer en tout cas cette initiative. C'est la preuve que les retours de terrain, les retours que les gouvernants ont eu, il y a un déficit d'information. Il y a que les gens ont envie de comprendre les nouveautés qui ont été introduites, les changements que l'on a opérés au niveau de la loi fondamentale. Et comme je l'ai dit dans la chronique, dans aucun pays, vous ne trouverez une révision opérée, que ce soit par voie référendaire ou par le Parlement et tout, qui ne suscite pas de remous, qui ne suscite pas de grincement de dents. Parce que les gens sont tellement attachés à la loi fondamentale. On sait que, disons, la stabilité de toute nation réside dans cette loi fondamentale. Si nous devons échouer, ça peut prendre par là. Si nous devons gagner, ça peut également prendre par là. Et donc, dès qu'on retouche un peu cette loi-là, ça suscite beaucoup d'intérêt. Donc moi, je mets cela sous le coup de l'intérêt que cela a suscité. On veut comprendre, on se pose des questions, même au niveau donc des élites. Il y en a qui ne comprennent pas véritablement ce qui a été introduit comme changement au niveau de la Constitution. Et donc c'est là tout l'intérêt de cette tournée-là. Et ce n'est pas une première par le passé. Eh bien, pour le vote de certaines lois, pour certaines décisions qui ont été prises, nous avons vu des tournées qui ont été organisées. Ça n'avait l'air de rien, ça a l'air politique, mais c'est pédagogique avant tout parce que ça permet de discuter directement avec les populations, avec ceux qui sont bénéficiaires même de ces changements-là. Parce qu'après tout, lorsque vous opérez des changements, un mandat de 7 ans, il faut que vous allez dire aux populations, vos maires ne feront plus désormais 5 ans, mais ils feront désormais 7 ans. Et voilà les raisons. Voilà le président de la République que vous allez élire dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, il fera 7 ans au lieu de 5 ans. Je pense que sur le principe, on peut s'accorder sur le fait que c'était important d'aller sur le terrain et de l'expliquer. Maintenant, tout dépend, disons, du message qui sera délivré sur le terrain, parce que chacun l'a interprété dans nos familles, dans nos cercles d'amis. On s'est dit, écoutez, pourquoi on a mis le mandat à 7 ans, pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça. Au niveau du Sénat, voilà ce qui a été fait. Pour donc beaucoup de suspicions, beaucoup d'interprétations, et il était important de réajuster les choses et de tenir un langage unifié et de pouvoir demander aux gens de comprendre, d'expliquer ce qui a été fait au niveau du Parlement ce 14 novembre-là. Je pense que si on doit gagner, on doit pouvoir profiter de cette tournée, c'est d'avoir suffisamment de temps, que cela ne soit pas expédié comme si on est allé pour ne pas permettre aux populations de poser des questions et tout. Il faudrait que ça soit ouvert et que les gens aient la possibilité de poser des questions pour dissiper tout ce qui est zone d'ombre dans ce projet qui a été réalisé par les députés. Je pense que la formule trouvée
on va l'apprécier à la fin. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça a vraiment profité à la cause? On aura le temps d'apprécier pour voir comment, sur le terrain, les gens ont eu le temps, en tout cas, d'assimiler ces nouveaux changements qui ont été introduits dans notre loi fondamentale. Oui, Eric. J'entends bien la préoccupation de pourquoi pas avant et pourquoi après. Vous savez, de façon générale, ce qui est souvent exigé à nos élus au Parlement, c'est après l'exercice de leur devoir de légiférer, justement, qu'ils descendent dans nos contrées pour expliquer le pourquoi de ce vote. Et ça, je ne parle même pas forcément de la révision de la Constitution. Toutes les fois qu'on vote une loi, on a toujours exigé, justement, à nos députés de descendre pour aller rendre compte, justement, de l'acte qu'ils ont posé par rapport à telle loi et d'expliquer aux populations en quoi cette loi votée au Parlement, elle est opportune, elle est nécessaire pour nos concitoyens. Ça, nous le savons. Ça, c'est de façon classique. Et parfois même, quand des lois sont votées et que nous ne constatons pas l'effectivité, la descente des députés justement dans nos contrées pour expliquer justement ces lois, on s'en offusque. Alors aujourd'hui, je pense que la démarche, elle est là, donc ça n'a absolument rien d'extraordinaire. Ça n'est pas parce que il est question d'aller expliquer pourquoi on a révisé la Constitution, expliquer les modifications intervenues, que cela va prendre un autre sens, voyez-vous. Et il n'est écrit nulle part non plus qu'il est fait obligation justement à nos élus, députés à l'Assemblée nationale, qu'avant le vote d'une loi, d'organiser une tournée et puis tout ça. Non, je pense que ce que nous allons vivre, je pense, un peu, ce que nous vivons déjà, puisque les descentes ont commencé pratiquement depuis ce dimanche, et ça va se poursuivre, c'est de l'ordre du classique, c'est ce que nous avons toujours voulu, ce que nous avons toujours exigé à nos députés. Dès qu'ils légifèrent, eh bien, ils ont l'obligation de descendre pour aller expliquer à nos concitoyens l'acte qu'ils ont posé. Et ici, dans ce cas de figure, il est question justement de notre Constitution. Et Franck l'a relevé, il y a toujours eu, je dirais, ce lien fort entre la Constitution et nos concitoyens. Et donc parfois, on peut dans l'expression de cet amour, on peut se faire des idées qui n'ont rien à voir avec le travail qui a été fait. Et donc ça va être l'occasion de déconstruire ces idées et de renforcer justement ce lien que nous avons avec notre Constitution et d'établir un lien entre l'acte qui a été posé et nos ambitions. Il faut le dire, le Bénin n'a pas pour vocation de rester le Bénin tel que nous le connaissons aujourd'hui. On a envie de se développer, on a envie d'aller plus loin et il faut donner des moyens législatifs justement aux différents acteurs qui actionnent cette ambition à aller véritablement au-delà. Et ça, nos concitoyens ont besoin de l'entendre, ils ont besoin qu'on le leur explique. Oui, je l'entends bien de cette manière quand on dit qu'on peut aller expliquer à la fin, mais quand il s'agit du vivre ensemble, de la cohésion nationale, de notre vivre ensemble, je pense que la meilleure démarche serait déjà de consulter. Et comme je l'ai dit à l'entame, il se peut que dans cette population, c'est-à-dire ceux qui ont le vrai pouvoir, qu'il y ait des observations. Qu'on dise, c'est vrai ce que vous voulez réviser, c'est bien. Moi, j'aurais aimé que vous touchiez aussi à tel endroit, tel endroit, tel endroit, que vous enleviez ceci ou cela. Je pense que l'apport du peuple serait aussi très important. Et c'est dans la consultation nationale que cet apport se fait. Alors, il n'y a pas eu de consultation nationale, on a anticipé, on a précipité, et finalement, ça a été voté. Au finish, quand on a commencé par entendre des grincements dedans, on sort pour venir expliquer. Je dis, c'est une chose est claire, sur le terrain, ils auront beaucoup de questions. Bon gré, mal gré, ou d'une certaine manière, ils vont essayer de calmer les tensions, d'expliquer le bien fondé de ce qu'ils ont eu à faire. Mais quand on veut l'expliquer, quand on veut se justifier en disant que c'est peut-être un gain pour la République, moi je pense que, attention, on dirait que l'hôpital se fout de la charité. En ce sens que, dans le même temps où on dit oui, on fera des trêves, on va beaucoup se pencher sur le développement et autres, tout ça, et que c'est un gain économique pour le pays, je pense que dans le même temps, il y a une institution qui a été créée. Et des gens qui, pendant longtemps, ont émargé au budget de l'État et qui aujourd'hui devraient jouir d'une retraite apaisée, se retrouvent encore en train de se mettre au biberon de l'État. Est-ce que c'est un gain pour le pays pendant que tout est à refaire et que des écoles sont à construire, et ainsi de suite? Je ne dis pas qu'il ne faut pas des institutions pour pouvoir équilibrer la République, mais je dis, quand on veut le faire, il faut en amont expliquer aux populations ce qui doit être fait. Et une chose est claire, la campagne aura lieu, ils vont expliquer à leur manière ce qu'il faut, et les populations, certainement, comprendront du mieux que cela puisse être.
Qu'on va finir. Alors, si je m'en tiens au développement fait par les initiateurs, on parle de gains pour la gouvernance parce que l'on a estimé que nous nous occupons beaucoup plus de la politique que du développement. C'est ce qu'ils ont appelé gain. Le gain également, c'est que nous n'aurons plus des blocages tels que nous les avons enregistrés par le passé, d'où l'importance, l'opportunité d'installer le Sénat qui aura pour rôle, par exemple, d'arbitrer un peu les choses. Le Sénat à qui on peut demander, mais le Sénat qui peut demander une deuxième relecture d'une loi, par exemple, votée par les députés. Et donc, cette chambre-là qui est créée vient en quelque sorte pour essayer d'éviter les blocages qui peuvent intervenir. Gain parce que désormais, nous aurons une trêve politique qui nous permettra, selon le développement des initiateurs, qui nous permettra de nous occuper véritablement des questions citées par Ulrich, la construction des écoles, disons, on va s'occuper des enfants, on va s'occuper des femmes, de construire les hôpitaux, au lieu d'être tout le temps dans les tiraillements politiques. C'est cela qu'ils ont appelé également gain. Le gain également, on a dit que ce que nous avons expérimenté depuis plus de 30 ans, c'est-à-dire 3 décennies et plus, qu'il est temps d'adapter cela aux nouvelles réalités. Et en termes de nouvelles réalités, je pense qu'en 90, nous n'avons pas certains éléments aujourd'hui que nous avons dans notre vie en communauté, dans ce que nous avons vécu là-bas. La Constitution a été votée en 90 en tenant compte du contexte, en tenant compte des éléments d'appréciation d'alors. Et aujourd'hui, il y a de nouveaux éléments qui sont intervenus et il fallait adapter cela à ces réalités-là. Je pense que tout cela peut être mis sous le coup du gain. Mais comme on le dit, les lois ne valent que ce que les hommes en font. Si, par exemple, ces lois-là, bien qu'en allant sur le terrain, on les explique, les populations appréhendent, comprennent ce qu'il en est, si les gens veulent pervertir, ils vont pervertir. Et c'est ce que je dis. Il faudrait que nous puissions suivre l'esprit de cette loi-là. Si c'est pour évoluer, il faut qu'on l'applique pour évoluer, mais il ne faudrait pas qu'on l'utilise demain contre nous-mêmes, contre le peuple, parce que quand on parle de peuple, c'est nous tous. Il ne faudrait pas que cela puisse encore nous désavantager. Et c'est cela qu'il faut expliquer aux populations. Dans toute loi qui est votée, il y a les obligations. Nous avons également ce qui nous revient. Si nous appliquons bien, nous aurons véritablement les retombées. Mais si on ne l'applique pas bien, eh bien, ça va être compliqué. La tournée, je pense que c'est toujours bien d'expliquer, même dans votre chambre, quand vous prenez des décisions, dans votre foyer, quand vous prenez des décisions dans votre ménage, quand vous ne l'expliquez pas, parfois on a l'impression que papa est trop en griffe dictateur, il n'est pas, et on ne comprend pas pourquoi il a pris cette décision un petit matin, mais il reste le père de famille. Et parfois il faut l'expliquer, ou bien il passe par un moment pour dire aux enfants, écoutez, désormais le petit déjeuner passe de 250 à 200 parce que nous devons acheter du ciment pour terminer la maison que je suis en train de construire et ainsi de suite. Donc c'est toujours bien d'expliquer, de donner la parole et de s'ouvrir, de se parler directement. C'est le plus important à mon avis. 9h01 à Cotonou. Chers messieurs, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Très bonne journée. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Budget de l'État, gestion 2026, les ministres défendent leur projet au Parlement. Le vendredi 21 novembre 2025, explique la presse du jour, ils étaient 3 ministres à avoir défendu leur projet de budget devant les députés et il s'agit de Véronique Toinforé en charge des affaires sociales et de la microfinance, de Jean-Michel Abimbola en charge de la culture, des arts et du tourisme et enfin de Abdoulaye Biochane en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. L'économiste du Bénin en fait écho et rapporte que le projet de budget gestion 2026 du ministère du Développement et de la Coordination
de l'action gouvernementale s'élève à 8 milliards 600 millions de francs CFA. Fraternité complète pour écrire que le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a présenté un projet de budget de 37 milliards 900 millions de francs CFA et la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé, qui a défendu devant la commission budgétaire du Parlement 28 milliards 813 millions de francs CFA. Le matinal y voit déjà un budget de consolidation et d'ambition face aux défis. Validation des dossiers des partis politiques pour les législatives, écrit la presse du jour. Les regards tournés vers la Sénat, une étude minutieuse des dossiers doit être faite par la Sénat pour valider ou non les différentes candidatures. Il s'agit pour chaque parti de déclarer 109 dossiers valides de candidats titulaires, dont autant de suppléants à un seul dossier défaillant, serait synonyme de rejet de toutes les candidatures. C'est dire que ce n'est pas encore la sérénité dans les rangs, même si certaines formations assurent déjà d'avoir fourni des copies parfaites et ne craignent pas de rejet de leur dossier. Fraternité note pour sa part une moyenne d'âge plus jeune pour les candidats présents sur les deux listes de la mouvance aux législatives de janvier 2026. Les deux partis affichent une moyenne d'âge de 51 ans, à savoir 50 ans pour le BR et 52 ans pour l'UPR. Les deux plus jeunes candidats âgés de 29 ans sont suppléants, tandis que le doyen, 78 ans, figure comme titulaire à l'image des 11 septuagénaires alignés sur les deux listes. Les positionnements de l'Union progressiste, le Renouveau, et du bloc républicain révèlent toutefois une présence limitée des trentenaires dans les positions stratégiques. Sur les 218 candidats titulaires que comptent les deux formations réunies, très peu sont âgés de moins de 40 ans. Malgré la volonté affichée de rajeunissement, les deux partis concèdent à la jeunesse une place marginale au niveau des titulaires. Au niveau de l'UPR, ils sont 6 titulaires de moins de 40 ans, dont un seul est tête de liste, alors qu'au BR, la tendance est plus gaie pour la jeunesse de la trentaine, avec 10 titulaires de moins de 40 ans, dont 2 têtes de liste. En clair, seuls 16 sont trentenaires sur 218, soit 7,34% de représentativité. La représentation jeune reste donc très faible dans les positions décisionnelles qui influencent réellement les rapports de forces électoraux. Le billet de fraternité fait observer qu'à 6 mois du terme du deuxième mandat constitutionnel de Patrice Talon, on peut dire sans risque de se tromper que la rupture est largement soutenue par la classe politique. La révision de la Constitution intervenue il y a seulement quelques jours en est plus illustrative des démonstrations. En jetant un regard dans le rétroviseur, on observe que dans la dernière année de son magistère, c'est la toute première fois en 35 années de renouveau démocratique qu'un président de la République du Bénin ose engager une révision. Fin de la revue de presse. Merci de m'avoir suivi.